Donc, bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie de Yann Lequéo, qu'on a rencontré via Marianne Parent, qu'on a invité à un autre de nos podcasts. Tu es aujourd'hui directeur aux opérations de l'Association de soccer de Blainville. Exact. Et tu es aussi entraîneur, coach de soccer. Ça fait 13 ans que tu coaches. Mais ton poste à la direction, ça t'a amené à prendre un peu un pas de recul sur les organisations sportives. Puis tu as réfléchi à comment développer une bonne programmation pour développer les athlètes, puis aussi t'assurer que les gens aient du plaisir en faisant du sport. Tu as été l'élève de Marianne Parent en loisirs. Oui, tout à fait. Fait qu'on peut commencer, puis elle avait des bons mots pour toi, je pense que tu l'as inspirée. Et on peut commencer avec ça, un peu ton parcours. Je sais que tu étudié en kin avant de faire un virage vers le loisir. Fait que peut-être nous parler un peu de ce virage-là, puis après, qu'est-ce que le monde du loisir t'a apporté? Ben oui, écoute, dans le fond, moi j'ai commencé en kin parce que à la base je voulais aller en éducation physique. J'ai fait du sport pas mal toute ma vie. Puis j'avais un intérêt pour ça. Puis quand je suis rentré en kin, vu que c'était un peu plus contingenté, mettons, en éducation physique, j'ai dit, moi, je vais essayer kin, je vais voir. J'aimais ça travailler avec les athlètes de toute façon. Je faisais de l'entraînement personnalisé avec les jeunes, avec les adultes. Puis je me suis dit, bon, c'est comme la voie logique. Puis après une couple d'années, je me suis dit, j'aime moins ça. C'est moins le domaine qui m'intéresse. C'était plus de l'intervention auprès des jeunes ou adultes. Puis c'était difficile d'aller dans la haute performance. Puis c'est plus ça qui m'intéressait. Ça demandait plus de formation, plus de suivi. Puis comme c'était plus ma passion, j'avais peur un peu de perdre cette passion-là. Puis de dire, ça sera plus un hobby pour moi de faire ça, ça va vraiment être comme rendu une job. Puis si jamais je me tanne, je vais avoir perdu un hobby et une job. Ça m'intéressait moins. Puis après, je voulais plus travailler de manière macro. Je voyais, j'avais, je pense, certaines bonnes idées. Puis je vais appliquer avec mon équipe, puis ça marchait bien. Puis je me suis dit, ça serait le fun si on peut bâtir un programme à ce niveau-là. Puis de là, j'ai commencé à réfléchir, puis j'ai regardé quel type d'emploi pourrait plus convenir. Puis j'ai vu, dans ma municipalité, j'avais des techniciens en loisirs, des choses comme ça. Fait que je dis, je vais aller essayer, je vais aller voir ça. Puis finalement, ça a été un tournant majeur dans ma vie d'avoir fait le loisir parce que ça m'a amené vraiment une autre perspective. Puis tout ce qui est surtout l'approche, puis cibler les besoins de la clientèle, puis l'intérêt, dans le fond, que ces gens-là ont à pratiquer, c'est des fois un élément qu'on pense pas. Surtout point de vue kin, point de vue coaching, on va vraiment travailler sur, je veux amener le jeune de là à là, mais on prend pas tout le temps de penser qu'est-ce qu'il veut le jeune, t'sais. Puis qu'est-ce qu'il a vraiment de besoin pour lui, t'sais. De mettre l'athlète au centre, c'est bizarre, mais je l'ai plus vu en loisir dans l'analyse de clientèle, puis d'évaluer les besoins de ces jeunes-là, t'sais. Puis dans mon approche après, ça s'est vraiment reflété dans mes différents emplois, t'sais. J'ai toujours pris l'approche loisir, combiné à l'approche sport, puis je pense que c'est ce mélange des deux-là qui a fait que... J'ai l'impression que kin, éducation physique, a un focus aussi sur la mécanique du corps un peu. Il faut qu'ils comprennent bien le fonctionnement du corps. Exact. Puis des fois, comme le loisir t'a amené à prendre un pas de recul puis à se dire, oui, c'est important de bouger, mais c'est quoi la place du mouvement dans la vie générale d'une personne? Ouais, puis comment tu peux faire que ce soit une relation durable? Parce que je pense qu'il y a des problématiques actuellement où le monde de la compétition prend beaucoup de place, ça met de la pression, puis beaucoup de personnes abandonnent quand on devient adulte. J'imagine que ça a alimenté tes réflexions sur comment on peut créer une relation durable puis amener les gens à s'amuser. Super. Puis maintenant, ça ressemble à quoi ton emploi? C'est quoi un directeur des opérations? Là, c'est sûr que j'ai vraiment plus dans la portion administrative en ce moment, mais je dirais qu'en ce moment, mon poste qui me permet de faire, c'est de vraiment travailler sur la programmation sportive. Puis c'est toujours ce que j'ai fait avant, puis c'est vraiment là-dedans que je pense que je m'épanouis le plus, puis je trouve le plus de satisfaction parce que, on va dire, sur des programmes sportifs, on a mis en place quelques programmes dans les dernières années, dans un autre club sportif où j'étais avant. Un directeur d'opération ou un directeur sportif, ce que ça va faire, c'est que ça va réfléchir, mettons, à ce qu'on a vraiment besoin pour les jeunes. Comme exemple, Marianne a parlé quand elle est venue du soccer pour les 4-5 ans, que c'est un peu un non-sens de faire jouer pendant 1 heure de temps au soccer en tant que tel, quand t'en as peut-être 2 qui s'amusent puis 8 qui pleurent, mettons. Fait que l'idée, c'est de repenser ça, puis c'est un peu ça mon travail au quotidien, c'est de repenser à ce genre de choses-là, puis de dire, dans le fond, pour les 4 ans, ce qui serait peut-être plus intéressant, c'est d'axer les cours sur la littératie physique. On va prendre le soccer, on va en faire 15 minutes à la fin si ça va bien, mais les 45 autres minutes, ça va être, tu sautes par-dessus des haies, tu vas là, tu cours en dessous, tu joues à la tag, puis on est allé un peu plus loin, on a dit, même au-delà de ça, on sait que physiquement, c'est ce que les jeunes doivent faire, mais si on y va d'un point de vue approche clientèle, qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes? Ils veulent faire ça, c'est sûr, mais est-ce qu'on peut le bonifier? On a rajouté des thématiques. On a dit, cette semaine, c'est les ninjas.
Fait que là, quand on fait les ninjas, ben là, les ninjas, tu pars, puis tu vas courir, puis là, il faut que tu passes en dessous des haies, parce que là, il faut que tu passes dans un tunnel, puis après ça, puis on a fait plein, tu sais, les dinosaures, faut que tu te caches, les parents, ils courent, le jeune, il va se cacher il est caché dans un cerceau, c'est la grotte. Fait que quand il sort de la grotte, puis cette approche-là, c'est vraiment ce que moi j'aime le plus, mettons, dans mon travail. Puis c'est un peu, l'idée, c'est un peu ça, c'est de repenser à chaque niveau, qu'est-ce qui est bon pour les enfants. Fait que chez les jeunes, on va parler, on va dire, on fait du soccer avec des dinosaures, des ninjas, ce qui est à la base très peu répandu en ce moment. Mais par contre, quand on avance, après, on devient de plus en plus sérieux, puis on se dit, ben parfait, si on regarde un jeune de 15 ans ou de 16 ans qui est au niveau élite, qui est près du Centre national de performance, comment on encadre ce jeune-là, tu sais? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de sa préparation physique? Qu'est-ce qu'on fait au niveau du ratio de compétition, d'entraînement? C'est de repenser un peu ces choses-là avec évidemment une équipe complète, là. Je suis pas tout seul à réfléchir là-dessus. Puis après, ben, c'est de guider en fait les bons intervenants, puis de dire parfait, c'est ça le plan, puis faut qu'on tienne le plan. T'sais, des fois c'est bon d'avoir des idées, mais il faut être capable de les mettre en application. Puis grosso modo, mon rôle c'est de penser à ça avec l'équipe au niveau du club de Blainville. Puis après, ben, c'est l'équipe qui va le mettre en application sur le terrain. On mesure, voir si ça fonctionne, on corrige après. Puis, OK. Puis est-ce que d'avoir ces réflexions-là sur l'enfant, les jeunes enfants, comment amener du plaisir, ça vous a aussi fait revoir un peu l'adulte? Est-ce que vous avez même questionné l'approche avec les adultes? Tout à fait. Puis ça, l'approche avec les adultes, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment... ça va varier beaucoup d'un sport à l'autre. Je pense que dans la vie adulte, la chance que tu as des fois de participer à des activités sportives, ça peut être relativement limité. T'sais. Puis après, si jamais tu te dis, j'aimerais ça peut-être commencer une nouvelle activité, puis nous, c'est un enjeu aussi qu'on a au niveau du club. On se dit, comment on peut, chez les jeunes, ça va bien, le soccer est très populaire, chez les adultes, ça va relativement bien par rebond, mais on a beaucoup de gens qui veulent essayer le soccer, tu sais. Comme il y en a qui veulent essayer d'autres sports. Mais essayer le soccer, si tu n'as jamais joué au soccer, c'est relativement compliqué. Ça a l'air simple. Un peu peut-être là aussi. Ben, ça va vite, tu sais, ça prend une bonne coordination aussi. Il y a un volet cognitif qui est quand même important. Tu sais, tu peux pas juste taper dans un ballon. Tu sais, si tu jouais tout seul ou un contre un, tu pourrais taper dans le ballon sans problème. Sauf que là, c'est une relation entre 7 joueurs, 11 joueurs potentiellement sur le terrain. Tu sais, quand tu joues 11 personnes contre 11 personnes, faut que tu te déplaces partout sur le terrain. Ça te demande, tu sais, une bonne connaissance de la proprioception, l'agilité, ça te prend physiquement un bon cardiovasculaire, un bon système cardiovasculaire, ça te prend une bonne coordination, œil, pied, ballon. Fait que c'est pas évident. Fait que comment on fait pour attirer les gens? Souvent, les gens ils vont arriver, ils vont l'essayer, ils vont dire c'est pas pour moi, puis ils vont repartir. Ou ils voudront juste pas l'essayer parce que c'est trop difficile. C'est intimidant aussi, j'ai l'impression. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on repense à l'approche-là. Puis on essaie de s'inspirer de d'autres sports. Comme tennis, ils ont des très bonnes initiatives. Eux, ils font du tennis pour débutants. Ça, c'est le fun. Le cours est vraiment monté pour des débutants, mais tu apprends à tenir ta raquette, tu tapes un peu la balle. Puis nous, on s'est dit, mais on pourrait faire la même chose pour le soccer. Fait qu'on a lancé des cours adultes débutants, soccer fit, des trucs comme ça, qui existent déjà un peu à gauche puis à droite. Puis on essaie de le populariser un peu plus pour dire, ben, c'est comme ta porte d'entrée, dans le fond. Viens, fais un cours d'initiation, tu as un entraîneur qui est là, qui va te montrer la base, qui va te mettre dans un contexte où tu vas aller chercher la confiance, tu vas développer tes habiletés. Puis après ça, tu pourras migrer vers, dans le fond, la vraie pratique du soccer qui va être les matchs là, de compétition pour les adultes, des choses comme ça. Les gens se sentent outillés parce qu'ils ont une meilleure compréhension du jeu, ils ont plus confiance en leurs propres moyens. Exact. Finalement, ça revient à ça, la littératie physique. C'était ma prochaine question. C'est quoi la littératie physique? Mais je pense que tu le décris bien. Tu sais. Je vais te laisser le définir officiellement avant de continuer. Fait que c'est quoi la littératie physique? Ben, tu vois, pour faire peut-être le lien entre les deux, la littératie physique, en fait, ça va être le développement si on veut, des compétences de base qui vont servir dans le reste de ton activité physique. Souvent, puis je pense que Marianne en avait parlé un peu, ça va beaucoup, on peut beaucoup le comparer dans le fond à l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture. Tu vas apprendre des mouvements isolés pour éventuellement les mettre ensemble. À la base, chaque jeune devrait apprendre comment courir, comment sauter, comment tourner, comment comprendre son environnement, comment, on va dire, rouler au sol, faire une roulade. Puis tous ces éléments-là, dans le fond, ce que ça va faire, c'est qu'après, tu vas pouvoir les mettre dans des séquences continues, puis tu vas pouvoir faire l'activité sportive avec ça. Un peu comme quand on écrit, si j'écris la lettre A, ben la lettre A, on commence toujours par ça. On commence à écrire les lettres, mais ça fait aucun sens. Tu écris juste des A. Ben quand t'es jeune, tu vas juste sauter, ou tu vas juste courir, sans but vraiment précis, tu sais. Après, ben, tu vas peut-être jumeler 2 ou 3 de ces compétences-là. Tu vas dire, ben, je vais courir, je vais sauter par-dessus la haie, puis je vais aller toucher le con. Ça, en soi, c'est pas un sport, c'est pas rien. C'est une séquence, si on veut, de mouvements. Comme si t'écris le mot bateau. Le mot bateau, il sert à rien si tu le mets pas dans un paragraphe. Mais t'as réussi à écrire le mot bateau. Comme t'as réussi à sauter par-dessus une haie puis toucher un con.
Puis plus tu vas y aller, puis plus tu vas te mettre en confiance, ben là, tu vas pouvoir mettre ça dans une autre perspective. Fait que ton mot bateau, tu le mets dans un texte, dans un paragraphe, ben c'est là que ça va prendre tout son sens. Ben, c'est le même principe après. Tu apprends à sauter par-dessus une haie, puis après ça, ben tu vas toucher au compte, mais quand tu vas être un petit peu plus vieux, puis si je reprends l'exemple du soccer, ben ça va pouvoir te permettre de courir, sauter par-dessus un adversaire qui est au sol, puis aller taper dans un ballon. Cette séquence-là va se complexifier avec le temps. Puis la littératie physique, c'est l'objectif d'un côté, c'est que tu ailles chercher tous ces éléments de base-là pour avoir toute cette base motrice-là, qui après ça va te permettre avec confiance, d'aller participer à différentes activités physiques. Comme c'est une base commune au sport, ben, si tu apprends à attraper, ça te permet de jouer au baseball, au football, un paquet de sports qui vont nécessiter cette compétence-là. Puis souvent, c'est ce qu'on prend pas le temps assez de développer avec les jeunes. Puis ça, c'est un peu le volet physique, mais tu as le volet aussi de confiance chez les jeunes. C'est ça, j'allais aborder. Pour avoir lu sur la littératie physique, j'ai découvert qu'il y avait aussi un aspect psychologique. C'est pas juste, encore une fois, la mécanique du corps. Non. Mais c'est comment, j'ai l'impression, le jeune se perçoit, puis comment il va accomplir des choses qui lui plaisent. Ou... Je vais te laisser en parler. Fait que c'est quoi le volet confiance, motivation? Ben, tu vois, le lien là-dessus, c'est que ce qui est beau avec la littératie physique, c'est que personne ne peut vraiment échouer. C'est ça qui fait la grosse différence avec on va dire, l'initiation au sport, surtout chez les jeunes. Si tu prends un jeune de 5 ou 6 ans, peu importe dans quel sport tu le mets, la réussite reliée, dans le fond, au but final de l'exercice, disons, au soccer, c'est de marquer un but. Souvent, le jeune va marquer un but, tout le monde va applaudir. Personne n'applaudit quand il fait une passe. Personne n'applaudit quand il a fait un bon contrôle. Tu t'attends à ça. L'objectif final, c'est de marquer un but. Alors que, puis ça, c'est la portion qui me fascine à chaque fois. Si tu prends un jeune, puis que tu donnes une commande simple, puis tu dis saute par-dessus une haie. Ben, le jeune, il saute par-dessus la haie, il vient de faire, c'était ça l'objectif, sauter par-dessus la haie. Il réussit, il est content, et étrangement, le parent est aussi content, habituellement, surtout chez les jeunes, que s'il marque un but. Ça, c'est fou parce que c'est ce qui va amener, dans le fond, le parent à féliciter le jeune, à l'encourager, puis c'est ce qui va faire prendre la confiance au jeune. La littératie physique, c'est tous ces petits éléments-là, tu sais, courir d'un point A à un point B, sauter par-dessus une haie, c'est modulable. Tu sais, marquer un but dans un filet de soccer, c'est pas vraiment modulable. Tu prends le ballon, tu vas marquer le but. Tu sais. La haie, c'est tu sautes par une petite haie, tu réussis, félicitations, tout le monde est heureux. On va essayer une moyenne haie, on va essayer une haute haie, puis graduellement, tu peux l'amener dans le fond à bâtir sa confiance. Puis c'est l'élément central en fait on va dire de l'intérêt que les jeunes vont porter après pour l'exercice physique. Fait que si tu jumelles, tu arrives à bien développer tes aptitudes de base, plus le jeune a confiance en ses capacités, ben c'est plus facile pour l'initier après à différents sports. Il n'y a pas vraiment de crainte d'y aller. Et pour revenir à ta question initiale, le lien par rapport aux adultes, ben, qu'est-ce qui fait qu'il y a des parents ou des adultes qui veulent s'essayer ou pas dans des sports, mais c'est un peu la confiance qu'ils ont à travers leurs propres habiletés. Quelqu'un qui n'a pas développé ses habiletés de base, qui sait pas, bon, je vais prendre mon exemple, moi je ne sais pas skier. Je n'ai jamais fait de sport d'hiver, jamais. Jamais, je sais pas comment skier, je sais pas comment patiner, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai fait ça, je pense, à 6 ans, une fois du patin. Fait que c'est sûr qu'il y a certains que moi, quand on me dit, hey, on va skier, ça va être écœurant. Ouais, je suis comme autre chose, ça fait une semaine là, je peux pas aller skier. Moi, je dis toujours, peux-tu rester au chalet puis boire du chocolat chaud? C'est genre juste faire la portion après ski. Exact. Puis tu sais, c'est fou, là. J'ai plein d'aptitudes dans plein de choses, puis jamais je vais refuser d'aller faire de l'activité physique. Même si je vais pas être le meilleur, c'est bien correct. Mais tu sais, je vais quand même me débrouiller puis je vais avoir du plaisir. T'sais. Mais tu vois, le ski ou le snow, ben je vais pas avoir tendance à en faire, puis ça va me prendre un step beaucoup plus important pour dire, hey, là, il faut vraiment que je sorte de ma zone de confort pour aller faire ça. T'sais. Là, je me suis initié au ski de fond. C'est ça. C'est le fun, c'est vraiment le fun. C'est difficile. Puis l'aspect confiance est vraiment important. T'sais, récemment, j'ai essayé 2 choses. J'ai essayé le yoga puis le ski de fond. Puis dans les 2 cas, quand je suis en confiance, j'aime ça, je veux recommencer. Puis même comme adulte, là, même pas comme enfant. Tu sais, comme adulte, l'autre fois, on avait un cours particulièrement difficile, puis je me sentais poche. Tu sais, je le faisais, puis j'étais pas bon, j'étais pas capable, j'y arrivais pas. Puis, tu sais, j'étais là, mais tu sais, je le sais, je suis un adulte, je vais retourner, tu sais, je vais continuer, mais on dirait que j'ai pas de plaisir, j'ai pas confiance en mes habiletés. Si j'avais réussi à faire peut-être 2 ou 3 mouvements plus difficiles, ce cours-là, mais ça m'aurait peut-être mis en confiance, ça n'a pas été parfait, mais j'aurais dit, Caroline, prochaine fois, je vais l'avoir, tu sais. Puis, je pense que chez les jeunes, c'est la même approche. Ils ont peut-être pas le recul pour penser de dire, OK, je l'ai pas eu ce coup-là. Je vais travailler. Tu sais, pour eux, si tu leur donnes une expérience qui les met pas en confiance, qui est pas le fun, ils voudront pas revenir. Tu sais, c'est une roue, là. Tu sais, t'es confiant, tu vas vouloir essayer, tu le fais, t'as du plaisir parce que t'es bon, ça te met en confiance, puis tu sais, ça continue à tourner, puis ça va t'amener vers le haut. Tu sais. Alors qu'à l'inverse, ben, ça va être une catastrophe. Ça va t'amener vers le bas. T'sais. On aime se sentir compétent. Absolument. En fait. Puis dans les nouvelles situations,
pour des sports qu'on voit juste le résultat final. Tu sais, à la télé, on voit des athlètes d'élite. Exact. Puis quand on arrive dans des ligues sportives, souvent, c'est ça, s'il n'y a pas d'initiation aux débutants, on est dans des systèmes de jeu beaucoup plus complexes, où il y a des séquences de jeu qu'on n'est pas capable de suivre, des mouvements. Si on n'est pas capable d'accomplir des mouvements de base, c'est vraiment intimidant. Puis je l'ai vu avec la balle molle, je suis une joueuse de balle en été. Puis même moi, qui ai joué au niveau comme élite puis provincial, j'avais une vision négative de la balle à un moment donné parce que je me disais, c'est un peu lent, puis j'aimais mieux le volleyball, c'était plus intense, puis je me disais, tu sais, c'est pas le sport le plus glorieux. Puis là, soudainement, j'ai découvert une communauté vraiment cool qui m'a accueillie, puis je me sentais bien parce que, justement, j'étais performante, puis j'étais moins intimidée. Mais là, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui voulaient apprendre, puis même si c'est un sport super lent, j'ai réalisé que c'est difficile d'apprendre sur un terrain. Parce que c'est vraiment lent, mais une fois que la balle est frappée, c'est vraiment intense, puis il faut que tu comprennes les séquences de jeu. Puis j'ai compris à quel point c'était difficile apprendre le baseball, surtout en jouant. Fait qu'on a démarré une école de balle molle, puis j'ai plus appris, moi, en coachant, j'ai l'impression, qu'en étant athlète, des fois. Puis j'ai eu un déclic à un moment donné, parce qu'on réfléchissait à des ateliers à faire, puis si même les adultes avaient du fun, puis que c'était pas axé juste sur la performance, physique, ça allait bien. T'sais, pour donner un exemple, pour apprendre à rester en dessous de la balle quand tu attrapes un ballon, on avait amené des casques puis des balles de tennis, puis les gens devaient... Au début, tu te sens niaiseux, mais encore une fois, s'il y a un climat de confiance puis que tout le monde embarque, le but, c'était, on lançait des balles vraiment haut, puis les gens devaient se mettre en dessous puis attendre, puis juste que la balle tombe sur leur casque, tu sais. Puis finalement, ça devenait vraiment... Tout le monde riait, tout le monde s'amusait. Puis même pour les échauffements, au début, au lieu de leur faire courir en rond, on jouait une partie d'un sport improvisé. Fallait lancer une balle dans un seau d'acide, tu sais. Puis on avait du plaisir pendant des heures. Fait que ça a même, moi, changé ma perspective parce que je me suis rendu compte que ma propre approche pour apprendre, c'est beaucoup l'approche genre avec un fouet, là, de dire faut que tu performes, faut que tu continues. Puis je me suis rendu compte que ça fonctionne plus à un moment donné. C'est pas un carburant suffisant. Puis que si c'est jumelé au plaisir, apprendre et avoir du plaisir, c'est imbattable. Absolument imbattable. Ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis ça explique peut-être pourquoi il y a certaines disciplines qui fonctionnent très bien en ce moment, pour les adultes, disons, versus d'autres. Tu sais, justement, je vais prendre le yoga. Tu sais, moi, je peux m'initier au yoga parce qu'il y a des cours pour débutants. Fait que je peux essayer. Mais mettons, moi, je suis dans ma génération, le soccer était beaucoup moins fort que le hockey. Tous mes amis jouent au hockey, puis tu sais, j'ai tout dans des ligues de garage. Moi, je peux pas aller dans une ligue de garage, je sais même pas patiner. Je vais me faire insulter. Là. C'est sûr et certain. Ils vont me dire, ben, toi, t'es le 4e trio, là, puis si t'en avais un 5e, tu serais dessus, probablement. Mais, s'il y avait un cours, mettons, d'initiation au hockey, ben, tu sais, j'en ai jamais fait. Peut-être j'aimerais ça. Tu sais, comme défi, j'aimerais ça. Surtout, tu sais, si mes enfants venaient à faire du hockey, puis je voulais aller sur la glace avec eux, ben, je me freinerais parce que, mon kid, probablement 4, 5, 6 ans, qui apprend beaucoup plus vite que moi, il va patiner 2 fois plus vite que moi, puis tu sais, je vais avoir l'air d'une poire, mettons, dessus. Tu sais, au bout de la ligne, je pourrais me dire, c'est pas grave, tu sais. Mais c'est plus ou moins comme ça qu'on fonctionne. T'sais, on le sait que c'est quand même un peu grave. T'sais, tu vas arriver dessus, puis t'as tout le monde qui te regarde, les enfants sont meilleurs que toi. Ça te tente pas, tu sais. Faudrait pas avoir cette limite-là, mais on l'a quand même, tu sais. Puis au niveau des adultes, ben, il y a certains sports qui sont c'est plus facile d'approche. Mais tu vois, tu sais, hockey, si t'as jamais joué au hockey de ta vie, tu essaies de jouer dans une ligue de garage, pas le hockey-ball, mais tu sais, le hockey sur glace, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. À moins que ce soit tout le monde des débutants. À moins que ça soit comme une philosophie où on rit puis on est là juste pour s'amuser. Exact. Ce qui, on le voit aussi à la balle molle, tu sais. Ouais, mais tout à fait. On le voit aussi à la balle molle, il y a des ligues où des gens qui ont peut-être même des fois jamais joué de leur vie. Puis là, tranquillement, ils apprennent des petites choses puis ils veulent de plus en plus complexifier leur mouvement. Puis là, il y a une progression générale de la ligue au complet qu'on voit qui devient un peu plus compétitive avec le temps. Exact. Mais sinon, j'ai l'impression des fois, même commencer un nouveau sport, ça peut être, selon les sports, dangereux. Là, une balle, si t'es pas capable d'attraper puis elle vient vite, genre... fait que je comprends que les gens sont intimidés. Il y a l'aspect social puis l'aspect physique aussi. Là. Ouais. Faut être compétent pour faire les trucs de manière sécure. Puis, de manière générale, une réflexion que j'avais, c'est est-ce qu'il y a des portraits qui sont tracés de la population à chaque année pour voir leur niveau de littératie physique? J'en ai pas trouvé. J'ai essayé de regarder un peu, de savoir où on était rendu où versus avant, maintenant, etc. Il y a pas... Moi, j'en ai pas trouvé. Peut-être que ça existe, mais je pense que de manière générale, dans à peu près tous les événements, toutes les conférences, tous les organismes, ils vont dire qu'il y a une régression sur tout ce qu'on va dire, littératie physique, jeu libre, jeu extérieur. J'aurais tendance à dire que la littératie physique n'est pas nécessairement
en hausse, là, elle doit peut-être rester pareille ou peut-être en déclin un petit peu en fonction de ce que les jeunes font. Mais si on le met en lien avec probablement le fait que les jeunes ne marchent plus pour aller à l'école, ou c'est des points de repère qui avant probablement jouaient dans la balance en disant ben, ça fait partie quand même du développement des jeunes de marcher jusqu'à l'école, d'y aller en vélo, puis là, il y en a de moins en moins. Fait que si ça c'est en déclin, j'aurais tendance à dire probablement que l'haltérophilie physique, bien qu'on en parle de plus en plus, est peut-être pas encore rendue jusqu'aux parents. Puis c'est une chose de le rendre aux parents, puis de le rendre aussi à l'organisation. Moi, je suis informé. Déjà, dans la programmation sportive, on essaie de le mettre en place, mais c'est pas facile, parce que c'est un changement de garde, et c'est pas quelque chose qui est évident de dire « Ah, mais ça, à 4-5 ans, l'initiation au soccer, ben, c'est des dinosaures, des ninjas, puis on saute par-dessus des haies, puis on tape dans le ballon, mettons, faire les 20 dernières minutes de la pratique. » C'est pas évident. Les gens, il y en a qui vont très très bien comprendre, il y en a d'autres qui vont dire « Mais tu sors de où? Là? Ça n'a aucun sens. » Ils ont-tu peur que l'enfant soit pas performant ou qu'il soit moins compétent? Ou... C'est une bonne question. Je pense qu'ils ont peut-être peur sur le long terme de dire, tu sais, je perds mon temps. Je veux qu'il apprenne à jouer au soccer, il apprend pas à jouer au soccer, fait qu'il va prendre du retard, puis s'il va prendre du retard sur quoi, c'est là que je me le demande souvent. Mais je pense que c'est peut-être plus quelque chose comme ça. Je pense que ça va venir tranquillement, mais à quelle vitesse les organisations sportives vont être capables de s'adapter, puis que ce soit, peu importe, que ce soit le municipal, le milieu des organismes non lucratifs sportifs ou les écoles, vraiment, il y a une grande disparité entre les différentes villes, différentes régions. Puis au niveau des parents, ben là, c'est probablement encore pire. On en parlait un peu tantôt avant, là, mais tous les organismes, dans le fond, qui travaillent là-dessus, que ce soit vous, que ce soit Actif pour la vie, que ce soit Participation, s'ils n'arrivent pas à rejoindre leur public, ben, c'est pas évident. Fait qu'à partir de là, il faut que les gens déjà veuillent aller chercher l'information. Il faut qu'ils croient à cette information-là, puis après ça, ben, ça fait juste accentuer, dans le fond, leur désir d'aller de l'avant avec ce développement-là ou la compréhension, puis de les placer dans des environnements comme ça. Puis en ce moment, je pense que on n'est pas encore tout à fait. Mais ça émerge. La bonne nouvelle, tout à fait. C'est que Marianne me disait que la littératie physique, il y a un vocabulaire qui se développe, puis ça se répand, là, c'est sur toutes les lèvres, un peu des acteurs du milieu. C'est ça s'est pas encore rendu aux couches généralisées, mais ça émerge, puis peut-être que ça émerge de plus en plus fortement, justement, en comparaison à une certaine régression qui est perçue. Fait que là, je me demandais si... Moi, le feedback que j'ai de beaucoup d'intervenants, c'est que ça va de moins en moins bien, autant physiquement que psychologiquement pour les jeunes, puis on va le constater par certains comportements en classe, des enfants turbulents, des enfants comme anxieux ou dépressifs, mais aussi dans des trucs simples, comme j'ai lu des articles sur le fait que les enfants ont de la misère plus qu'avant à tenir des crayons. Puis là, tu te dis, oh, OK, c'est inquiétant, mais au bout de ligne, j'ai même vu un article sur le fait que les nouveaux chirurgiens en ce moment, les étudiants, avaient moins de dextérité fine pour manipuler les outils, dans le fond. Fait que c'est ça qu'on se rend compte, la littératie physique, j'ai l'impression que ça va être utile dans le monde du sport, mais c'est aussi ce qui nous permet de réaliser toutes nos activités quotidiennes. Puis c'est pas juste comme, c'est ça, du jeu ou quelque chose d'anodin qu'on peut tasser. Exact. Parce que si on a un bon équilibre, quand on va être plus vieux, c'est ce qui va nous permettre de se rattraper s'il y a de la glace, puis de pas se casser une hanche, tu sais, c'est de se pencher pour jouer avec des enfants. Puis c'est là où ça rejoint beaucoup Renard, parce qu'on a cette vision-là que le bouger, c'est tous les types de mouvements. Exact. Puis les petits mouvements, c'est ce qui fait partie de mon mouvement de plus en plus complexe, mais c'est faire un petit mouvement, c'est aussi ce qui t'amène à aimer bouger, puis à juste vouloir en faire plus, comme un petit pas après l'autre. Exact. Fait que pour ce qui est quand on parle de faut que ça se rende aux parents et dans la famille, c'est quoi le rôle du parent dans le développement moteur de son enfant? À tes yeux, là, parce qu'il y a plusieurs points de vue, mais non, c'est ça, exact. Ben écoute, moi je vais parler par expérience, parce que je suis pas un expert là-dedans, mais moi je pense que c'est vraiment un rôle qui est très, très central, voire capital dans le développement moteur des enfants, parce que les enfants, c'est sûr, ils vont être à l'école, ils vont être dans le milieu sportif, mais ils vont passer aussi beaucoup de temps avec leurs parents. On sait très bien que chez les jeunes, puis plus ils sont jeunes, ils vont fonctionner par imitation. Et plus le parent va être actif, tu peux dire aux jeunes de faire ça, ou tu peux l'envoyer dehors, des choses comme ça, mais il n'y a rien qui va probablement battre l'imitation, puis de le faire aussi. C'est quelque chose de limité pour montrer quelque chose de précis, dire je vais faire, mettons, une culbute, pour que tu apprennes à faire une culbute. Il y a ça, mais après, c'est vraiment dans toute la philosophie qui est derrière. C'est de dire, on va aller faire du vélo, puis là, on arrête au vélo, puis on va descendre sur des roches pour aller sur le bord de l'eau, des choses comme ça, des choses qui sont un peu plus risquées. Mais si le parent ne le fait pas, c'est sûr que le jeune de lui-même va peut-être vouloir le faire, mais
il va probablement plus le faire s'il voit son parent faire la même chose avant. Fait que du côté, je pense, imitation, le parent a un rôle à jouer là-dedans. Puis après, c'est vraiment dans le choix que le parent va faire par rapport à son enfant, de dire, tu sais, je fais quoi? Est-ce que je l'inscris au soccer à 4 ans, puis je le laisse au soccer jusqu'à 15 ans, 16 ans, 17 ans, puis on va voir ce qui va arriver? Est-ce que j'utilise l'approche multisport, qui est probablement la meilleure approche à avoir? Puis sa relation avec le jeune par rapport aussi à son implication dans le sport. T'sais. Le jeune, il va faire le sport, puis quand il revient dans la voiture, le parent, il va lui parler de quoi. Puis ça, on le voit chez les jeunes, plus jeunes, ça va relativement bien, les 10 ans et moins. Mais dès que tu passes 11, 12 ans et que la compétition commence à entrer un peu plus, des fois, la conversation avec le parent puis le jeune ben, va plus axer sur le résultat de la partie. Ben là, vous avez perdu, le coach a fait une erreur, puis là, lui, il était pourri, puis... Tu sais, il y a des parents qui, au contraire, vont peut-être plus prendre l'approche sur puis comment t'as aimé ta partie, comment tu t'as trouvé que est-ce que ça a bien été, ça m'a bien été, puis d'encourager, mettons, le jeune là-dedans, ça va aussi faire partie de la confiance puis de la réflexion que le jeune doit avoir, tu sais. Puis ça, c'est un rôle qui est encore plus important au niveau du parent parce que, comme entraîneur, souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est on monte des séances pour développer, on va dire, les aspects moteurs, les choses comme ça. Mais après, c'est aux parents d'encourager. Si jamais je dis, bien parfait, je monte une thématique avec des dinosaures, avec ma séance de 4 ans puis de 5 ans, si le parent, il croit pas, puis qu'il ne veut pas comprendre, dire, mais c'est ridicule, je peux pas rien faire. C'est le parent qui décide de faire ça, alors qu'avec un peu de recul, prévoir que ben, son jeune, il sort de la séance beaucoup plus heureux que quand on fait des matchs pendant 1 heure de temps. T'sais. Fait que cette réflexion-là à avoir, je pense, du côté du parent, puis après, de bien choisir aussi cette activité. Dire, je vais l'inscrire là-dedans, mais l'activité, elle concorde pas avec ce qui serait l'idéal pour la littératie physique ou le développement, ou peu importe le sport qu'il va faire. Des fois, je vais voir certaines séances, ou même, j'ai un filleul, puis je l'accompagnais, mettons, au karaté la dernière fois. Ben, il y a des cours de karaté que ça va super bien, puis il y a d'autres cours où ils sont 20, ils sont alignés, puis mettons, il y en a un qui punch dans les airs, puis tous les autres attendent, l'autre punch dans les airs, l'autre punch dans les airs, puis c'est vraiment long. Fait au bout de l'heure, le temps d'engagement moteur du jeune n'est pas super élevé, tu sais. Fait que mettons, moi, ma réflexion, ça comme parent, je dirais, ben, je sais pas, ça vaut la peine. Je dis pas que le karaté vaut pas la peine, mais ce type de séance-là correspond pas nécessairement en 1 heure. J'aurais pu faire quelque chose de beaucoup mieux, probablement, avec mon enfant, que ce que je vois là. Faudrait que je me donne le temps de le faire, mais, tu sais, c'est un rôle du parent, puis plus loin que ça, je pense que quand on tombe, j'ai une situation en tête qui, je le partageais avec un parent la dernière fois, il me disait, je m'en vais jouer un match à Ottawa. Il part, il décide que le coach a dit, on va jouer un match à Ottawa. C'est un samedi après-midi à 2 heures. Puis il y avait, je pense, c'était des petites filles de 11 ans, quelque chose comme ça, 11-12 ans. Fait qu'ils vont jouer, ils partent à midi pour arriver au stade là-bas vers à peu près 1h30. Le match est comme à 2h15, peut-être 2h30, avec 45 minutes d'avance. Ils se préparent, jouent le match, un match d'1 heure. La jeune joue probablement 20-25 minutes, ça va bien, ils refont 1h30 de chat. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu pars à midi et demi pour revenir à 5h30, puis tout ce que tu as fait dans ton après-midi, c'est que le jeune a joué 25 minutes. Si tu es dans un niveau élite, que tu es dans un centre national, que ça fait partie de ton développement, je peux comprendre. J'ai de la difficulté à comprendre à 11 ans que tu vas passer ton après-midi là. Je suis pas sûr. J'aurais plus tendance à dire, ben écoute, pourquoi récemment je suis allé au stade olympique, puis dans la piscine olympique, ils ont monté, je sais pas si tu as déjà vu ça, les modules de jeu avec ça, c'est incroyable. C'est l'espèce de module flottant qui vont s'arrimer un dans l'autre. C'est comme une espèce de parcours wipeout un peu. Là, les jeunes, ils courent, ils montent là-dessus, sur la piscine. Puis c'est incroyable, tu sais. Moi, personnellement, cette journée-là, tant qu'à avoir 5 heures à faire avec mon enfant, j'aurais dit, je vais pas aller jouer le match à Ottawa, là. Je vais pas aller faire je sais pas combien de temps de voiture pour juste jouer 25 minutes. Je vais prendre mon jeune, je vais l'amener à la piscine pour aller faire cette activité-là parce que je sais qu'il va faire 3-4 heures d'activité physique. Puis moi, de toute façon, j'aurais été sur un banc d'estrade ou en arrière de ma voiture. J'aime mieux faire profiter mon jeune là-dedans. Après, c'est sûr que ça va dépendre du contexte, ça va dépendre d'un paquet de choses. Mais ce recul-là, des fois, il faut que les parents, puis quand je questionne les parents, ils me disent, ouais, mais là, tu sais, ça fait pas, puis elle va pas, tu sais, ça compromet sa présence pour l'équipe de compétition l'été, puis elle va se faire bencher. Elle va se faire bencher, puis là, à la limite, je suis là, mais c'est triste. Ouais. Tu sais, c'est triste, puis le pire, c'est que là-dedans, tu sais, moi, je travaille dans l'organisation, puis c'est notre organisation qui a envoyé ce match-là, tu sais. Puis moi, ma réflexion que je vais avoir avec l'entraîneur, c'est, c'était-tu vraiment nécessaire, ce match-là, tu sais, d'aller aussi loin? Puis c'est ça, tu sais, quand on dit de bousculer un petit peu les choses, c'est ça, tu sais, c'est de remettre en question ce genre de choses-là. On va jouer un gros adversaire en Ontario.
ouais, mais on a-tu besoin à 11 ans de jouer un gros adversaire en Ontario? Est-ce qu'on peut penser aux jeunes puis dire que peut-être le jeune, on va lui faire jouer un match à Saint-Jérôme, qui est à 5 minutes de chez nous, puis il permet de... C'est moins sexy, puis ben, on va suggérer aux parents de dire, écoute, on a joué à Saint-Jérôme, là, il y a une grosse tempête de neige, envoyez vos enfants dehors, tu sais. Ouais. Faites un phare, là, puis on va envoyer ça. Faites tous les enfants vont faire un phare. Prenez une photo, puis envoyez ça mettons, au coach. Puis là, la semaine prochaine, on va regarder qui a fait le meilleur phare. Ouais. Moi, un entraîneur qui fait ça, je vais faire, c'est wow. Parce que c'est de là qu'il faut que ça vienne. Tu sais, il y a les parents, puis le parent doit se questionner, mais on a aussi une responsabilité sociale en tant que soit gestionnaire de programme sportif ou même l'entraîneur de vouloir aller vers là. Tu sais. Si tu fais juste du coach dans l'objectif de gagner ta saison, si t'es à un haut niveau, je peux comprendre. Si t'es avec des jeunes, il faut qu'il y ait un peu plus que ça, je pense. Puis ce genre, j'aurais préféré avoir une initiative comme ça que d'aller booker un match, mettons, en Ontario. Puis le parent, je l'encourage à questionner ce genre de choses-là. Puis une des choses, c'est que par les conversations que tu as avec les gens, souvent, tu vas avoir des bonnes idées ou des bonnes suggestions. Puis on dirait que les gens, des fois, ont peur de partager leur opinion puis de nous dire des choses comme ça. Puis moi, j'aimerais ça savoir, comme gestionnaire, dire, écoute, Yann, on est allé jouer à Ottawa. Tu trouves pas que c'est un peu ridicule, tu sais, que pour le développement du jeune, on aurait pu faire autre chose? C'est quoi? J'ai pas réfléchi, mais c'est vraiment une bonne chose. Puis cette espèce de partage-là, mais je trouve qu'on l'a pas assez, malheureusement. Fait que finalement, le rôle du parent, il y a un aspect comportemental. Si lui, il bouge, il y a une attitude positive par rapport à certaines activités, ça va initier l'enfant. Mais il y a aussi l'aspect, l'état d'esprit, puis la culture qui est liée à la ligue sportive. Fait que tu me fais réaliser qu'un parent ou un adulte, même si on n'a pas les compétences pour enseigner quelque chose à notre enfant, puis qu'on préfère le confier à des experts dans un certain domaine, on peut quand même avoir un impact par notre présence puis par le type de réflexion qu'on amène pour que le climat s'améliore aussi dans le club. Parce que sinon, l'enfant ne va pas nécessairement apprécier, puis on va peut-être juste le retirer, le mettre ailleurs, puis un peu tester comme ça. Puis au lieu de développer une relation de confiance avec un club, par exemple, puis de contribuer un peu à cette évolution-là des pratiques, puis des façons de faire. Puis au niveau du DLTA, on en a parlé la dernière fois, le développement à long terme des athlètes. Je pense que les adultes, on aime avoir un cadre, puis on aime savoir, on est sécurisé de savoir que l'enfant va progresser d'une manière réfléchie. Fait que j'ai l'impression qu'une façon de combiner, de dire le jeu c'est important, là vous avez aussi la crédibilité de dire ben c'est un programme qui est approuvé puis qui est rigoureux, puis le jeu en fait partie. Tu sais, c'est pas juste un laisser-faire, tu sais, c'est pas juste un laisser-aller. J'ai l'impression que ça doit rassurer les gens de dire oui, il faut maximiser le temps de jeu, mais si on prend un pas de recul, on est venu à ces conclusions-là en faisant de la recherche rigoureuse puis de l'analyse de différentes situations. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement c'est quoi ça, le DLTA? Oui, ben dans le fond, le DLTA, c'est, comme tu l'as dit, c'est le développement en termes de l'athlète et du participant. Ils ont rajouté participant, puis je pense que ça fait beaucoup de sens. Ça va s'échelonner sur cette stade de développement. Ça commence avec le départ actif. Fait que c'est vraiment l'initiation aux jeunes, les 0-6 ans, au niveau de l'activité physique. Après, l'autre stade après, c'est s'amuser avec le sport, s'entraîner à s'entraîner à gagner. Puis il y a tous les stades en fait vont cheminer vers deux objectifs précis, soit atteindre l'excellence ou soit rester actif le plus longtemps possible. Dans les trois premiers stades, qui sont le départ actif, s'amuser grâce au sport et s'entraîner à s'entraîner, c'est là-dedans qu'on va retrouver la littératie physique, puis elle va être partie prenante en fait de ces trois stades de développement-là. Le DLTA, ce qui arrive, c'est que c'est une espèce de guideline général. Fait que c'est une proposition qui a été faite au Canada, le sport c'est pour la vie. Ils ont travaillé pendant une dizaine d'années sur justement le développement de ce modèle-là. Ils ont dit, mais voici les grandes orientations ou les grands principes qui devraient être appliqués chez les jeunes de 0 à 99 ans. Et ils ont mis ça en stade pour que ça soit plus facile. Dans chaque stade, ils ont mis des points sur, ça concerne les parents, ça concerne les organisations sportives, ça concerne les organisations nationales. Ce qu'ils ont fait après, c'est qu'ils ont envoyé ça à toutes les organisations nationales, puis ils leur ont dit, guys, voici les guidelines. Maintenant, adaptez-le à votre sport pour que vous conserviez en fait tous les points centraux, toute la base doit être là, mais vous allez l'adapter si on veut à votre sport et vous allez en faire la promotion dans le fond auprès de vos organisations sportives. Là, ça fait à peu près 10 ans, ça a été lancé en 2008, fait qu'on est rendu à 11 ans déjà. Et ben ça fait son chemin assez bien au niveau des organisations sportives. Donc, quand un club va se structurer au niveau de ses programmes sportifs,
c'est sûr qu'il est fortement encouragé à prendre le DLTA dans le fond de son organisation, puis de voir si les programmes qu'il fait correspondent en fait aux critères qui sont dans les différents stades de développement. Puis ça va vraiment jusqu'à vie active en fait, qui est les adultes. Puis dans vie active, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont fait une branche sur vie active compétition, qui n'est pas l'élite sportive, qui est vraiment compétition, et l'autre qui est plus récréatif communautaire. Ça, c'est un volet que ça m'a vraiment accroché parce que quand on parlait tantôt d'adultes, tu as des adultes qui vont vouloir compétitionner toute leur vie. Ils vont être des gens que s'ils font de l'activité physique ou ils font un sport où il faut qu'il y ait une notion de compétition, il faut qu'il y ait des médailles, il faut qu'ils gagnent, il faut qu'il y ait un championnat. Puis il y a des profils de personnes qui sont associés à ça. Puis il y a d'autres profils, comme moi, qui sont plus communautaires. Moi, je vais jouer au soccer pour jouer au soccer. Si je perds, je suis pas comme ça m'écoeure un peu, mais c'est pas la fin du monde. Ça me dérange pas plus qu'il faut. Ben, il y en a d'autres que tu les amèneras pas à jouer un match sans juste pour le plaisir. Ils vont ça les craint puis ça les allume. Puis là, ils vont vouloir compétir. Ils donnent un prix, là, puis c'est ça, faut qu'ils soient les meilleurs. Peu importe le sport. Exact. Ça serait jouer aux poches, puis... Ça serait la même chose, on en connaît toutes. C'est correct parce que c'est des profils qui sont vraiment différents. Puis à partir de là, ce que j'aimais, c'est qu'il disait, les gestionnaires sportifs, pensez à ça. Pensez à offrir une offre de service qui va vraiment aller chercher ceux qui ont besoin de la compétition, qui en ont fait quand ils étaient plus jeunes, qui sortent de ce réseau de compétition-là, puis qui ont besoin de continuer à en faire pour rester actifs, parce que eux, le communautaire, ça les intéresse pas. Mais faites aussi du communautaire pour tous ceux qui veulent s'initier, ceux qui changent de sport. Il faut qu'il y ait un volet aussi pour ça. Fait que le développement à long terme, en gros, c'est pas mal un guideline général pour quand tu montes une programmation sportive. Dire, est-ce que je respecte pas mal ce qui devrait être fait avec cette catégorie d'âge-là? Tu me fais réaliser que la compétition en soi, c'est pas nécessairement négatif. Parce que moi, je venais du milieu de la compétition. Puis on dirait que là, je suis partie de l'autre côté, justement, en me disant, je veux plus travailler la conscience du corps, puis des choses qui n'ont pas de but. Je vais pas gagner de prix ou quoi que ce soit, comme juste jardiner. T'sais. Puis moi, ça a été un changement d'état d'esprit qui a pris plusieurs années. Parce que mon esprit de performance qui me dit toujours, la productive fait des choses efficaces. Si tu fais de l'artisanat, tricote pour avoir un foulard ou comme fais de l'argile pour avoir une tasse, tu sais, comme fallait toujours qu'il y ait un résultat concret, mais je réalise que même moi j'apprécie de plus en plus les activités non dirigées qui n'ont pas une finalité, mais puis on dirait que j'avais des réflexions sur la compétition puis que je me disais ouais ça peut être un peu néfaste, mais en fait c'est pas nécessairement néfaste, c'est néfaste si la compétition trop jeune est valorisée au détriment de l'apprentissage. Exact. Puis c'est si une personne se met dans un milieu compétitif, finalement, puis que ça lui correspond pas, mais qu'elle continue de le faire parce qu'elle se dit c'est ça qu'il faut qu'elle soit. J'ai l'impression que le monde d'activité physique, avec des pubs comme Nike, moi, leurs pubs sont impeccables, c'est beau, mais c'est toujours dans le just do it, dans le no pain, no gain un petit peu. Ouais. Puis il n'y a pas cet univers-là que tu me fais découvrir du communautaire où on joue pour le plaisir de jouer. Exact. Fait que mettons, un adulte qui est avec un enfant, soit un coach ou un parent, comment est-ce qu'on est capable d'évaluer si la compétition est néfaste ou pas? T'sais, comment on fait pour évaluer si l'enfant il est à la bonne place et si c'est la bonne approche pour lui? Ben, tu vois, ça c'est une question qui est vraiment difficile à répondre. Je pense que la clé probablement de la rétention des jeunes dans les milieux sportifs va passer par une analyse approfondie de la compétition. Parce qu'en ce moment, c'est pas tout à fait clair. Tu as des parents qui vont prendre certaines approches. Tu sais, comme Marianne, ce qu'elle disait la dernière fois qu'elle est venue, elle disait qu'elle, ses enfants, mais ils jouent pas au hockey, ils jouent dans la ligue de... Je ne sais plus du nom. La ligue communautaire. Tu sais, c'est une super belle initiative. T'sais, eux, ils arrivent le soir, le mercredi soir, ils mettent les bâtons dans le milieu, ils divisent, ils jouent, puis tu sais, c'est super le fun. Puis... Fait qu'il y en a qui vont d'eux-mêmes dire, je pense que la compétition ne convient pas à mes enfants, parce que c'est pas ça que je veux pour eux, c'est pas les valeurs que je veux leur inculquer. Tu sais, je veux les mettre, mettons, dans un milieu qui va être complètement absent, mettons, de compétition. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Peut-être que oui. Chaque parent connaît ses enfants. Moi, ce que je pense au niveau de la compétition, c'est que la compétition, c'est un des 10 facteurs clés dans le développement à long terme de l'athlète ou du participant. Dans le DLTA, tu as 10 facteurs clés qui vont de la littératie physique au développement des capacités cognitives, à l'âge biologique versus chronologique, dans la division des jeunes, il y a un paquet de choses de la spécialisation. Puis la compétition, c'est un des facteurs clés. Ça prend de la compétition pour développer des athlètes. T'en as pas. Tout le monde joue dans la ligue communautaire du mercredi. Ça va être plus difficile à te rendre, mettons, dans la NHL. Peut-être pas, mais ça risque d'être plus difficile. Fait que la compétition, elle a sa place. Par contre, quelle forme elle doit prendre, c'est ça qui est plus compliqué. Dans le DLTA, il explique quand même assez bien. La compétition, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être présente à tous les stades de développement, sauf dans le départ actif. Là. Après ça, avec sa musique grâce au sport, elle est un petit peu là.
mais pas beaucoup. On parle de 20% de compétition, en fait, d'environnement compétitif où le jeune est exposé à un stress relié à la compétition. Puis 80% du temps, ça va être plus un environnement de pratique ou de développement. Puis ça, en ce moment, c'est les ratios qui sont peut-être les plus difficiles à respecter. Il y a certains sports qui le font très très bien, d'autres sports où c'est plus compliqué. Puis autant, il y a des sports qui sont complètement absents de compétition. Si tu prends des cours de tennis, puis tu fais jamais de compétition de tennis, tu n'es jamais exposé vraiment à la compétition, puis ça t'aide pas dans ton développement comme joueur de tennis, à moins que tu fasses des compétitions. Mais la manière que la structure est faite, chaque ville offre des cours, peut-être des ligues ou pas, mais si tu n'offres pas de ligue, c'est juste des cours. Dans des cours, tu joues des matchs, mais c'est pas considéré comme de la compétition. T'es pas dans un mode de compétition. Alors que tu as d'autres sports, comme nous, ce qu'on a au soccer, où la compétition commence assez tôt, à partir de 9 ans. Puis quand tu regardes des matchs de 9 ans, division 1, là, mettons, les plus forts là, de cet âge-là, ça n'a aucun sens. T'sais, les jeunes sont vraiment, cette heure-là, sont vraiment dans un mode de compétition. Le monde crie, puis c'est comme, je coach, puis comme moi-même, je suis stressé, là, puis c'est pas moi qui est sur le terrain. Fait que tu sens vraiment cette pression-là sur les enfants. Puis si ça c'était 20% du temps, mettons que tu fais ça une fois par semaine, puis c'est 20% de ton temps, imagine le nombre de pratiques que tu devrais faire pour avoir 80% de temps qui est pas relié à la compétition. Fait que ce ratio-là n'est pas tout à fait respecté. Donc peut-être que chez les jeunes, ça prendrait une modification au niveau de la structure de compétition, ce qui va éventuellement arriver nous dans le soccer, mais qui va peut-être arriver dans d'autres sports, pour dire bon, mais on va enlever de la compétition pour racheter du nombre de temps de pratique. Puis plus on avance dans le temps, vers les 15, 16, 17, 18, les athlètes, le ratio va être complètement inversé. Quand on est chez les 18, 19 ans, 20 ans, on parle de 70% de temps en compétition pour 30% de temps en entraînement. Puis quand on dit 70% en compétition, c'est pas tu vas compétitionner 70% du temps, c'est que tu vas être dans un mode compétition. Fait que tes entraînements vont simuler des environnements de compétition avec la pression. Fait que c'est pas nécessairement une compétition en tant que telle, mais c'est un environnement qui est similaire à ce que tu vas retrouver en compétition. Puis cette portion-là est vraiment intéressante. Puis en ce moment, je pense que ces ratios-là sont plus ou moins respectés. Puis ça peut avoir des conséquences très néfastes sur les jeunes qui sont exposés à la compétition de manière trop, on va dire, trop précoce, effectivement. Puis ils n'ont peut-être pas les aptitudes nécessairement pour le faire. Puis je sais pas s'il y en a qui ont vu des matchs de hockey ou des matchs de soccer. Ou, à la limite, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Puis tu te dis, si j'avais ce jeune-là, si je le faisais pas compétitionner, puis je le mettais dans d'autres programmes où il y avait peut-être un peu moins de pression, mais peut-être qu'il y aurait plus de plaisir dans le temps. Surtout ceux qui sont dans le dernier tiers de l'équipe. C'est eux qui jouent le moins, souvent, parce que tu veux gagner ton match, est-ce que tu fais jouer tout le monde égal ou pas égal? Ça, c'est relié à la compétition. Si tu n'as pas le désir de gagner à tout prix, puis il faut faire attention, le jeune doit avoir le désir de gagner. Si le jeune arrive à son match et il n'a pas le goût de gagner ou il s'en fout, c'est à ça que ça sert la compétition. De mettre un match là, c'est que le jeune, ça le met dans un mode où il doit vouloir gagner. Un jeune qui arrive à sa game et qui n'a pas le goût de gagner, c'est un problème. C'est l'entraîneur puis les parents qui doivent comprendre que c'est pas eux qui doivent gagner. T'sais. Le jeune doit faire son propre cheminement. Lui doit vouloir gagner sur le terrain. Puis on le sait très bien que la partie finie, il a perdu, il va être fâché 10-15 minutes. Après ça, tu le retiens qu'un peu, tu fais une activité avec lui, puis c'est beau, c'est passé à autre chose. Là. Mais le problème, c'est quand tu restes dans ce mode de compétition-là, puis tu reviens sur ce genre de choses-là, où le parent ou même l'entraîneur est trop présent dans la compétition. Il faut qu'il y ait un step back, puis dire, nous, on fait ça dans une perspective à long terme. Puis quand on est dans la vraie compétition, à ce moment-là, peut-être notre comportement va changer. Ça, c'est le facteur, je pense, qui est le plus difficile, c'est ça. Puis ça va là, à tous les niveaux. Tu as des équipes de compétition en 9-10 ans. Même dans les équipes locales, je me souviens une fois, j'en revenais pas. Je suis arrivé sur un match, puis il y avait 2 entraîneurs locaux, papa, maman, qui coachaient. Puis c'était vert contre rouge, je me souviens plus, quelque chose comme ça. Le vert avait 5 joueurs, puis c'est du soccer à 7. Ça veut dire qu'il y a 7 joueurs sur le terrain, le vert en a juste 5, et la rouge, elle en a 11. Puis c'est une ligue locale, il n'y a pas de classement, ça change rien. Puis le coach il dit, elle ne peut pas me prêter des joueurs. Là, je vais voir la coach, mais tu peux en envoyer de l'autre côté. Elle dit, non, c'est mes joueurs. Je dis pas de tes joueurs, c'est les joueurs de l'organisation. Puis t'es là pour animer une partie de soccer. T'es pas là pour mettre. Puis ça joue à 7. Là. Ça veut dire que tu vas laisser 4 personnes sur le banc, pendant que l'autre, il y a 5 personnes qui courent, pas de changement. Ouais. Mais pourquoi on ferait ça? Il n'y a aucune raison logique de faire ça comme ça. Puis le pire dans cette histoire-là, c'était 2 jeunes qui sont arrivés avec des chandails verts, comme il y avait des chandails verts de la maison, puis ont mis leur chandail rouge par-dessus. Tu sais, il n'y a même pas besoin de dossard, la solution était facile. Enlève ton dossard, enlève ton chandail rouge, là, va dans l'équipe des verts, puis joue avec les verts pendant 1 heure, tu sais. Ouais. Mais ça a été très difficile. Ça m'a pris 15 minutes pour finalement imposer, puis dire, je suis tanné de parler.
vous deux, vous allez de l'autre côté, tu t'assois sur le banc, coach t'assois sur le banc, puis on anime le match. Puis il a fallu que j'anime le match pendant 1 heure pour contrôler les deux entraîneurs. Puis pour contrôler une partie des parents, pas tout le monde, des parents qui disaient merci, tu sais, merci d'avoir fait ce move-là. Puis d'autres parents qui étaient là, ben là, ça n'a pas d'allure, tu sais, là, c'est à eux d'être là. Puis, guys, ils ont 10 ans, tu sais. Oui. Ils ont 10 ans, ils sont là pour s'amuser. Pourquoi ça? Fait que, tu sais, c'est vraiment un travail de longue haleine, je pense, de ce côté-là. Ce lien-là qu'on a avec la compétition, il est vraiment à revoir. Puis même les structures de compétition en tant que telles, comment on fait, je ne sais pas. Mais d'arriver à vraiment bien utiliser la compétition comme un vecteur de développement, ça, c'est un défi en soi. Mais il faut que ça soit là, ça, c'est sûr. Ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que la compétition va amener un certain stress, puis de surmonter ce stress-là de manière récurrente, puis faire face à l'adversité, c'est super positif. Tout à fait. Je pense que ce qui est négatif, c'est que tu vis une situation stressante, puis le climat fait que tu es juste terrorisé parce qu'il y a trop de pression, puis là, tu performes pas, puis ça devient de plus en plus démotivant, puis il y a des athlètes qui vomissent avant de jouer un match, puis je le comprends parce que ça peut être effrayant, genre comme la pression qui est mise. Mais au final, si la compétition, je pense que ce qui est négatif, tu fais encore une fois réaliser que si le but de la compétition, c'est juste de gagner, que l'accomplissement est juste évalué sur t'as-tu gagné ou pas, puis ce qui fait que 50% des gens sont déçus à chaque fois parce qu'il y a juste un gagnant. Là, ça fait que si tu bases juste ton accomplissement sur est-ce que j'ai gagné ou pas, une fois sur deux, peut-être, à moins que ton équipe soit bonne puis que tu performes plus que, ben, tu juges que tu n'as rien accompli, puis que tu as échoué, puis peut-être que le parent se met de la pression, le coach aussi, mais j'ai l'impression qu'une façon d'alléger peut-être ça, c'est de voir la compétition comme permettant d'accomplir plusieurs buts, puis d'évaluer ta réussite sur tous ces petits buts-là. Exemple, est-ce que j'ai été capable de rester présent mentalement puis de me calmer? Même moi, adulte, quand je joue à la balle molle, c'est récréatif, puis je suis terrorisée parce que frapper une balle en mouvement, c'est vraiment difficile. Puis si tu frappes 3 fois sur 10, t'es un excellent frappeur. Ce qui est un peu décourageant parce que 7 fois sur 10, t'es vraiment poche, genre. Puis même avec des jeunes, il y a une jeune, on avait fixé avec eux quand je coachais des objectifs pour l'été, puis la fille a dit, je veux toujours frapper des coups sûrs. Puis là, j'ai dit, ben réalises-tu que si tu frappes 3 fois sur 10, t'es vraiment excellente. T'sais? Fait qu'il faut juste apprendre à vivre avec ça, mais que de surmonter cette panique-là mentale, puis si, c'est ça, c'est tellement dur de frapper une balle, si t'es pas là mentalement, tu vas pas bien frapper. On dirait que là où tu frappes, c'est un peu le reflet de ton état d'esprit. Fait que moi, j'essaie de voir ça maintenant comme l'opportunité de, tu sais, un peu méditer puis de rester confiante malgré le fait que le stress augmente avec certains matchs et tout, tu sais. Mais si le but, c'est juste de gagner, il y a beaucoup de chances qu'on soit insatisfait. Fait que c'est peut-être de trouver pour soi ou avec les jeunes, de dire, OK, la compétition à Ottawa, mettons que vous l'auriez gardée, tu sais, ou vous la gardez ou whatever, c'est de dire, OK, ben il y a la compétition, mais mettons qu'on voit ça comme une opportunité de développer l'esprit d'équipe. Tu sais, d'ajouter des variables qui font que ça devient enrichissant sur plusieurs plans et que le but, c'est pas juste de dire, ben, c'est une grosse équipe et on veut la battre. Parce qu'à la longue, c'est ça fait plus de sens. Je pense, avec Marianne, ce que j'ai réalisé, puis le monde du loisir, pour revenir à la discipline qui t'a vraiment comme allumé, c'est de dire qu'est-ce qui fait du sens pour la personne. Exact. Puis un but externe, comme gagner, va faire son chemin, mais à un moment donné, ça s'épuise. Puis je pense que ça se traduit même par des burn-out d'athlètes adolescents qui décrochent du monde du sport. C'est ça le risque. Ben en fait, c'est plus qu'un risque, c'est vraiment la réalité. C'est une réalité. C'est ça qui arrive, c'est difficile. Puis actuellement, c'est un peu le portrait qu'il va y avoir dans plusieurs sports. Je peux pas être pour tous les sports, mais je sais que c'est quand même une réalité qui est très étendue en ce moment. Les jeunes commencent de plus en plus tôt, puis quand ils arrivent à 15, 16, 17 ans, ben des fois c'est bête à dire, mais ils ont soit tout gagné, fait qu'ils n'ont plus d'intérêt dans le fond à continuer. Puis ils se sentent déjà achevés, ils voient plus, ils sont comme pourquoi je gagnerais un jeune qui a fait une année en Ligue Élite à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, il y a quoi là, à gagner? Là, il a fait 3 ans qu'il le fait. S'il a eu la chance de gagner, d'aller au championnat canadien, peut-être qu'il veut retourner, mais ça fait déjà 14 ans qu'il joue au soccer. Il est peut-être tanné, peut-être que là, il a le goût d'essayer autre chose, peut-être que là, il y a une job, il y a un chum, une blonde. Puis ça, c'est la réalité en ce moment. C'est-à-dire comment on fait, puis comment on pense notre structure pour dire que si on met 10 ans de temps à développer quelqu'un, puis qu'il arrête à 18 ans, c'est quand même un échec. Puis arrête, comme il continue même pas dans les ligues seniors, même si c'est semi-compétitif ou communautaire. Il y a une écœur en titre. Puis ça, c'est quand même incroyable. Là-dessus, si la réflexion est de savoir est-ce qu'on commence pas trop tôt, je sais que de plus en plus les sports vont retarder la compétition. Ils vont enlever les classements. Ça, c'est quand même une bonne chose.
Mais c'est sûr et certain que inévitablement ça a des impacts sur les jeunes. Il faut vraiment, c'est un couteau à double tranchant. Il faut vraiment bien que tu t'en serves. Puis en ce moment, c'est un défi en soi, là, je pense, pour tout le monde, de bien trouver comment la compétition va se placer. C'est pas évident. Puis par rapport au mouvement positif qui arrive, qu'il y a de plus en plus de discussions autour de la littératie physique, au Canada, si les gens, ça les intéresse, tu disais que le site de Le Sport, c'est pour la vie, qui est bilingue, a des ressources vraiment intéressantes. Ouais. Ils vont parler de leur programme général, mais il y a aussi des ressources pratiques sur des activités à faire, si je comprends bien. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres experts ou organisations qui t'inspirent? Écoute, au niveau de l'inspiration, moi, c'est sûr que Le Sport, c'est pour la vie. Tous ceux qui sont sur le projet, qui travaillent activement au développement de ça, pour moi, c'est toutes des inspirations parce qu'ils ont tous des parcours quand même incroyables. Puis je les suis un peu à gauche et à droite pour voir ce qu'ils font, puis les développements. Je te dirais que des initiatives comme la vôtre, comme Actif pour la vie, moi, c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup parce que je trouve que ça rend, mettons, aux parents un accès direct, dans le fond, à l'information. Puis c'est comme ils sont pas obligés de le prendre dans les organisations sportives ou à l'école. Mais je trouve que ça, pour moi, honnêtement, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super inspirant. Puis c'est le fun de voir des initiatives comme ça qui vont porter un peu le mouvement, la littératie physique, des choses comme ça. Moi, ce que je suis beaucoup, puis ça va peut-être moins appeler les parents, c'est plus des choses qui sont vraiment reliées au sport ou au management sportif. Il y a un podcast que j'adore écouter qui s'appelle Way of Champion. Okay. C'est excellent. Ils sont rendus, je pense qu'ils vont faire leur 100e la semaine prochaine. Puis c'est des entrevues toujours de 1 heure, mais avec. Puis c'est surtout Canada, États-Unis, mais beaucoup États-Unis. Puis ils vont chercher tel joueur de soccer retraité, ils vont aller chercher telle personne qui est en charge de tout le développement de USA Soccer ou USA Hockey ou de telle personne qui a fait une belle initiative au tennis, mettons, qui est un ancien athlète, le préparateur physique des Red Sox, mettons, qui va expliquer la démarche qu'il fait avec les athlètes. Puis c'est vraiment intéressant d'avoir chaque intervenant comme ça, tu vois un peu la réalité des athlètes de haut niveau, puis le cheminement qu'ils ont, puis sur quoi ils reviennent en disant, tu sais, ça, il faudrait que ça soit corrigé, ça, je l'ai fait dans le temps, puis ça n'a pas fonctionné, fait maintenant ça change, puis c'est pour le mieux. Puis un des sujets qui revient beaucoup en ce moment, c'est les associations multisports, puis tu sais, ça, je suis beaucoup l'actualité là-dessus, parce que je pense que c'est l'avenir, je pense que c'est vraiment vers ça que les associations sportives devraient aller dans le futur, au niveau du Québec, Canada et autres. Puis aux États-Unis, je serais pas surpris qu'on en voit arriver à peu près tous les podcasts maintenant, il y en a qui en parlent en disant c'est l'avenir, c'est l'avenir. Le multisport. Mais vraiment, le multisport, mais plus dans une approche où tu es dans une organisation, puis ton organisation t'offre 6 ou 7 sports différents. Pour pas que tu sois obligé de dire là, je m'inscris au soccer, puis là, je m'inscris au baseball, puis là, je m'inscris là, puis c'est jamais la même organisation, c'est jamais les mêmes dates d'inscription, c'est pas le même mode de fonctionnement. Ouais, puis là, il y a des conflits avec les compétitions, puis là, il faut que tu choisisses. Exact. Puis là, c'est un peu l'avenir, c'est de dire, sous une même organisation, si elle chapeaute le tennis, si elle chapeaute l'Ultimate Frisbee, si elle chapeaute le soccer, le spikeball, un club de course à pied, à ce moment-là, pour un jeune, dans un, on va dire un même accès, il peut aller chercher différents sports, tout ce qui est programmation sportive, c'est penser qu'il n'y a pas du tennis de 4 ans en même temps que du soccer de 4 ans. Il peut y avoir des combinaisons. Tu sais, là, entre deux associations sportives, de dire, on va faire un 2 pour 1 ou un combo, mettons, inscription soccer, baseball. Mais là, il faut que tu te coordonnes avec l'autre association. C'est compliqué. Si tu as ça sous une même entité, c'est plus facile. Puis ça rend aussi on va dire l'accès à des spécialistes plus facile. Si tu chapeautes 6 sports, c'est sûr que tu vas engager un kinésiologue, tu sais. Ouais. C'est sûr que tu vas prendre un technicien en loisir qui va réfléchir sur la programmation pour tel ou tel élément. Tu sais, il va dire, toi, le kin, tu as pensé à ça. Mettons, mon approche loisir, c'est, n'oublions pas que le besoin de la clientèle, c'est ça. Puis c'est je pense que c'est l'environnement parfait pour mélanger des spécialistes. Qui vont s'échanger. Qui vont échanger là-dessus parce que tu as la possibilité de le faire, parce que tu as les ressources. Tu sais, en ayant 6 types de sports sous la même entité, là, c'est sûr que tu peux avoir... Moi, si je vais avoir un kin pour juste mon association de soccer, c'est plus difficile. Mais si tu m'ajoutes 5 autres sports puis que tu augmentes le membership de 1000 membres, là, à ce moment-là, c'est bien plus facile. Puis le kin, il va être capable de réfléchir à ça. Le technicien en loisir va être capable de réfléchir en fonction de la discipline sportive. Puis il y a des spécialistes dans ces domaines-là. Puis ça rend accès à, je pense, une qualité beaucoup plus grande. Puis une cohérence aussi dans ce que tu vas donner. Tu le sais que si la recommandation, c'est de faire 50% ou 60% du temps de séance en littératie physique chez les 4 à 6 ans, tu le sais que quand tu vas t'inscrire dans peu importe la discipline de cette organisation-là, tu vas faire la littératie physique. Puis c'est ça qui va être important, tu sais. Alors que moi, je pourrais le faire, mais le tennis pourrait ne pas le faire du tout, tu sais. Puis au bout de la ligne, c'est le jeune qui va en bénéficier, là. Et ultimement, les réseaux de compétition subséquents à ça, parce que
plus tu vas mieux former tes jeunes en bas âge, plus ils vont développer les aptitudes motrices qu'ils ont besoin. Ces aptitudes-là sont transférables d'un sport à l'autre. Fait que il va faire un peu de soccer, puis il va se rendre compte que finalement, il fait soccer, tennis, ultimate frisbee, puis ben, il est dans les compétitions partout, mais au tennis, là, il va vraiment, vraiment bien, tu sais. Il va peut-être dire, ben regarde, je vais regarder le tennis, je vais regarder le soccer, de toute façon, je suis dans la même organisation, fait qu'il on est capable d'accommoder les horaires. Puis au bout de la ligne, tu arrives à 14 ans, puis tu dis, il performe super bien au soccer, mais comme milieu de classement, il fera jamais l'élite sportive, mais il va avoir quand même un cheminement élite, mais jamais, il ne passera pas au niveau. Alors qu'au tennis, si on le met un peu plus sur le tennis, on le consacre au tennis à cet âge-là, à 14-15 ans, il y a une chance de se rendre sur le circuit professionnel, puis il peut monter d'une étape. Ben moi, mettons, comme responsable d'organisation sportive, ben je me dois de l'envoyer là-dedans, tu sais. Je peux pas dire, ben non, reste au soccer, parce que j'ai besoin de toi pour gagner mon championnat de 15 ans, tu sais. Le jeune hésite entre deux. Ou je veux un volume pour faire de l'argent dans ma vie. Non, mais c'est ça, ultimement, c'est ça. Tu sais, comment tu veux que les organisations sportives, ils disent, moi, est-ce que je vais dire aux gens, allez faire du hockey l'hiver, tu sais. Si je fais ça, je perds 500 membres l'hiver, tu sais. Je peux pas faire ça, mais c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Cet enjeu-là, c'est un enjeu que, on pourrait en parler pendant 1 heure, mais, tu sais, la responsabilité sociale est super importante, mais, tu sais, t'es toujours titillant entre les deux, dire, faudrait que je les envoie au tennis, faudrait que je les envoie en natation, faudrait, je vois pas pourquoi je ferais pas de promotion auprès de toutes les petites filles pour pas qu'elles jouent à la ringuette, tu sais. Pourquoi j'envoie pas le flyer de la ringuette à tout le monde pour l'hiver? Ça serait excellent, la ringuette. Il y a comme une compétition entre les disciplines sportives. Mais oui, tu veux pas les perdre parce que tu te dis, ben, tu sais. Surtout qu'un bon athlète qui est bon dans ton sport peut être aussi excellent dans l'autre, puis là, tu veux le garder dans. Mais l'idéal, ça serait pas ça. Ça serait qu'il fasse les deux, puis qu'il choisisse, puis que tu l'aides à choisir sur, ben, il y a un plus grand débouché là-dedans où on pense que tu vas performer mieux. Là, vas-y, mais de le garder dans les 2 ou 3 disciplines, le temps qu'il est capable de le faire, c'est l'idéal. Puis à un moment donné, vers 14-15 ans, il va décider même par lui-même. Par lui-même, puis avec une décision plus réfléchie, puis dire, ben, c'est là-dedans parce que j'ai un intérêt, pas, ben, je suis bon. Ou, on m'a dit que, ben là, le soccer, c'est super populaire, la ringuette, c'est populaire aussi, mais là, tu sais, tous mes amis sont au soccer, fait que je vais continuer au soccer. Puis à 14 ans, ben, il est tanné, puis il arrête de jouer, puis il aurait peut-être dû finalement continuer à la ringuette parce que cette personne-là aurait eu plus de plaisir à l'intérieur de ça parce que c'est peut-être plus sa voie, tu sais. Fait qu'elle aurait peut-être bénéficié de 2 ou 3 ans de multisport encore pour finalement choisir sa voie puis dire, ben, c'est plus là-dedans que je veux continuer jusqu'à peut-être cégep, peut-être université, après ça, de se réorienter vers une vie active. Puis en ce moment, ben, au niveau point de vue organisation sportive, on est plus ou moins là. C'est un idéal que tu vises. Moi, c'est sûr que c'est mon objectif de vie, ça va être le multisport puis l'échange entre les clubs puis dire, c'est plus grand que nous, là. On est sur une mission où faut que tu mettes le jeune de l'avant. On va terminer avec ça pour rendre ça applicable et concret, comme quelqu'un dans son quotidien qui se dit, OK, oui, je veux commencer à m'initier au sport de compétition, au sport communautaire, ou je veux comme changer des approches pour penser les choses. Est-ce que tu aurais des conseils pratico-pratiques sur ce que les gens pourraient faire pour appliquer demain, dans leur vie à eux? Ben moi, concrètement, je te dirais la première chose que je recommanderais à n'importe quel parent, c'est vraiment d'évaluer quand ils inscrivent leurs jeunes dans différents sports. En fait, de l'inscrire à un maximum de sports. Plus ils sont jeunes, de maximiser, en fait, l'essai. Tu sais, on va faire une session de karaté, une session de natation, une session de ci, de ça. Puis en fonction de ce que le jeune va aimer, puis aussi en fonction, un peu comme on discutait tantôt, de la qualité du programme qui est mis en place. Et si le parent, je pense qu'il faut pas juste qu'ils disent, ben, je vais le mettre au karaté, parce que là, on essaie de le karaté. Tu sais, s'ils voient que le karaté, ça marche moyen parce que le temps d'engagement moteur est pas là, qu'ils font pas grand-chose pendant le cours, puis je te dis ça, ça pourrait être n'importe quel sport. Ben, à ce moment-là, c'est de pas hésiter, dans le fond, à le retirer, puis à dire, ben, ou à donner un commentaire, tu sais, au niveau de l'organisation. Tu sais, je trouve que mon jeune, ben, il bouge pas beaucoup, tu sais. Parce que des fois, on s'en rend pas nécessairement compte, mais la personne qui gère le programme, c'est pas celle qui le donne nécessairement. Peut-être que le gestionnaire, il s'attend à ce qu'il y ait un taux d'engagement moteur beaucoup plus élevé, mais le moniteur le fait pas. À ce moment-là, ben, c'est de dire, écoute, je trouve qu'il bouge pas assez, tu sais. Fait que de s'impliquer un peu plus, je pense que ça peut être, ça peut faire une différence. Puis vraiment de maximiser l'expérience sportive des jeunes, puis idéalement d'aller chercher dans toutes les sphères, tu sais. Je pense que Marianne en avait parlé, mais tout ce qui va toucher les sports de glisse ou sur neige, ou le patin, le ski, la luge, de vraiment évoluer là-dedans. On a un pays qui a 4 saisons, fait quand même c'est intéressant faut l'utiliser. Tout ce qui va toucher le domaine dans les arts, la gymnastique, le plongeon, vraiment cet élément-là va être crucial. Puis les 2 autres, ben, c'est plus tout le milieu aquatique, puis l'autre le milieu terrestre. Fait que, la course, choses comme ça. Aquatique, même chose avec les cours de natation, des amener à la piscine, à faire de vraiment qu'ils aient cherché là, un maximum d'expérience motrice. Puis tout est complémentaire à un moment donné. Fait que plus ils vont aller en chercher, plus ça va se concrétiser éventuellement dans un sport. Mais à la base, c'est d'aller chercher, je pense, un maximum d'outils quand ils sont jeunes. Puis pour le reste, je te dirais, comme tout ce qui touche l'organisation sportive, ça va être plus ce que je viens de dire, mais le reste, je pense, c'est de suivre des gens comme vous, des gens comme Actifs pour la vie, puis
de pas hésiter à les amener jouer à l'extérieur, de maximiser aller à l'école en vélo ou des trucs comme ça. Puis je sais qu'il y a des endroits où ils ont des initiatives qui sont vraiment le fun. Je pense à Beaumont d'ailleurs que à chaque mois de mai, ils organisent des journées ou des mois où les jeunes vont en vélo. Il y a une personne qui attend un point de rassemblement. Tous les jeunes vont là, puis tout le monde repart en vélo vers l'école. Je sais qu'il y a une autre municipalité qui trace aussi, puis c'est peut-être même Beaumont, mais qui trace des parcours à travers la ville. Mettons des lignes bleues, des lignes jaunes. Fait que si toi, tu es dans un quartier jaune, ben, tu sors avec ton vélo, tu prends la ligne jaune et tu suis la ligne jaune, un peu comme le métro, jusqu'à temps que tu arrives dans le fond à l'école. C'est des corridors qui ont été tracés de manière sécuritaire. Ils savent qu'il y a moins de volume de voitures qui passent là. Puis tu sais, ça, c'est le genre de choses que si tu es un citoyen et que tu vois ça dans une autre ville, il faut que tu le suggères à ta ville. Il faut que tu donnes des idées, il faut que tu écrives aux gens qui sont responsables de ça. Puis il y a tellement de monde qui ont des bonnes idées. Comme envoyez-le. Écrivez-le. Moi, je suis dans la gestion de projets sportifs, puis on n'arrête pas de le dire, on envoie des sondages. Vous avez des idées, écrivez-nous. Des fois, on n'y pense pas. Vous avez un super bon flash. C'est merveilleux. Peut-être que de là va naître une initiative qui va vraiment être incroyable. Fait que pour les parents, je pense que ça serait beaucoup de suivre puis de rester informés, mettons, des réseaux comme les vôtres. Puis après ça, de mettre pression peut-être sur leurs organisations en disant pourquoi moi j'ai pas ça dans ma ville? Pourquoi je peux pas faire ça avec mon enfant? Pourquoi mes parcs sont pas adaptés à telle chose ou mon parc est à 23 km de chez moi? Pourquoi j'ai pas quelque chose de plus proche? D'être impliqué, en fait. Je pense que c'est bon d'aller chercher des organisations qui peuvent amener des choses à notre enfant qu'on peut pas offrir, mais de rester proactif aussi, puis de pas juste se décharger complètement de la responsabilité. Non, parce qu'au final, si l'enfant il s'amuse pas ou il y a des choses qui fonctionnent pas, ben on peut avoir une influence. Une réflexion par rapport au sport organisé, souvent, moi, je sais même pas comment mes parents ont pu nous reconduire partout dans nos activités. Genre, tu sais, ils finissaient de travailler, on mangeait rapidement, puis après, ils repartaient, tu sais. Maintenant, je réalise qu'est-ce que ça impliquait. Fait que j'ai l'impression que l'inscription dans les sports organisés, ça implique certains coûts. Oui. Puis des fois, le sport communautaire, c'est super accessible, puis il y a des belles pratiques et tout. Il y a des sports plus chers que d'autres, etc. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une réalité pour le parent que ça va être de devenir un parent taxi. Que par souci de faire participer son enfant à différentes activités, il va les amener partout, puis là, tous les jours de la semaine vont être occupés, les fins de semaine, etc. Et outre le temps de voyagement, il y a aussi l'aspect que pendant un match ou un entraînement, les adultes vont être assis, vont être immobiles. Ouais. Puis mon ancienne partenaire, Priscilla, avec qui on a parti le projet, elle avait choisi délibérément de désinscrire son garçon du soccer parce qu'elle voulait pas être immobile 1 heure, puis elle voyait d'autres parents que, tu sais, des gens, le réflexe, c'est d'aller sur un cellulaire, puis elle trouvait que pour elle, ça lui faisait pas non plus vivre une expérience. Fait que je pense que le parent peut aussi réfléchir à ça. Ouais. Est-ce que c'est un dilemme que tu perçois, toi, dans tes organisations sportives? Je sais pas si c'est un dilemme par rapport au fait que les gens vont inscrire ou pas leurs enfants dans une discipline sportive. Je pense que c'est plus un concern qu'un dilemme. Nous, on est déjà en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de la pratique sportive classique qu'on offre, mettons qu'il y ait le soccer, pour le petit frère, la petite soeur ou le parent. Il n'y a rien qu'on aime moins que de voir des gens sur leur téléphone assis. Il y a 2 volets à ça. De un, si les parents font autre chose pendant ce temps-là puis que les jeunes sont un peu plus libres, des fois, ça peut permettre certaines un peu moins de pression peut-être sur le jeune. Puis, fait que ça peut, sans pas observer. Il sent pas observer. Des fois, il va avoir tendance à aller voir ses parents, des choses comme ça, surtout quand ils sont plus jeunes. Mais ça, c'est un petit concern, mais c'est surtout vraiment pour le parent. Moi, je me mets exactement dans la même position que ton ancienne collègue, de dire, c'est moi, si je vais reconduire ou je vais déposer mon enfant est-ce que je vais le regarder pendant 1 heure? Peut-être, je sais pas, je suis pas parent, je peux pas parler, mais si j'ai pas, je peux le regarder un peu, mais je vais essayer de trouver une autre activité à côté. Fait que là, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, nous, on a un endroit qui est le parc équestre à Blainville où on a accès à un bois ou des choses comme ça. Puis je voyais sur un de vos recommandations d'activité, c'était va dans le bois, puis cette journée-là, fait une œuvre créative. Ramasse des branches, fait ci, ou fait de la peinture, mettons, avec des branches. Nous, on est en train de revoir, puis je suis en train de repenser à la mission de l'organisation, puis je me demande si je ne vais pas suggérer à mon conseil d'administration de revoir en partie la mission pour dire, mais je pense que notre responsabilité sociale, ce serait peut-être d'animer aussi ces gens-là, tu sais, de dire, on va offrir l'activité de soccer, puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut offrir? On avait déjà dit, on va offrir pour les parents une activité de soccer en parallèle, en même temps, sur le même terrain. Fait que les gens, ils déposent leur enfant, ils mettent leur soulier, puis ils vont faire un cours d'initiation au soccer en même temps qu'ils déposent leur enfant. Fait que ça va être une chose qu'on va tester cet été. Puis après, on se disait, est-ce qu'on pourrait avoir, ou est-ce qu'on pourrait demander à la municipalité de dire, est-ce que ça t'intéresse d'avoir un intervenant de la municipalité qui est là, puis qui va faire de l'animation parce qu'on a 200 personnes, parce que c'est un giga terrain qu'on a tous les jeunes.
Est-ce que ça t'intéresse cette semaine-là qu'il y a un intervenant qui vienne, qui va faire une activité de nature avec les familles, puis on le publicise. Des fois, on va demander à Cardio Plein Air qui vient 2 fois. On l'annonce. Ceux qui veulent aller faire une sortie cardio plein air, ben cardio plein air est là, donc amenez vos affaires et allez faire du cardio avec ces gens-là. Puis de là, je pense que l'idée d'une association multisport ou une association qui a une vision un peu plus large que juste une discipline sportive permettrait probablement cette flexibilité-là de dire que l'objectif, en fait, c'est de faire bouger tout le monde. C'est qu'il y ait du mouvement partout, puis qu'il y ait le moins la mission de l'organisation pourrait être ça, de dire qu'il faut qu'il y ait le moins de gens inactifs possible pendant que les activités sont données, tu sais. Un club de course en même temps ou des choses comme ça. Puis, est-ce que c'est un dilemme pour les parents de l'inscrire? Je ne sais pas, mais moi, je pense que ça d'offrir quelque chose pour les gens pour pas qu'ils soient inactifs ou même pour les enfants, tu sais, d'avoir une zone où ils peuvent jouer avec des comptes. On a plein de matériel, plein de ballons. Tu sais, on pourrait avoir une zone où il y a juste du matériel plein de mètres, des balles, des ballons. Puis, ben, dans le fond, les jeunes, pendant que leur grand frère ou leur petite soeur est en train de faire leur activité de soccer, ben, ils vont là, puis ils prennent des balles, puis ils les lancent, puis ils jouent, puis ils passent dans des tunnels, puis ils font des trucs comme ça, parce que ça les anime. Puis, au contraire, je pense que ça permettrait un plus grand membership. Les gens, ils viendraient parce qu'ils diraient, hey, pendant qu'il y en a un qui joue au soccer, l'autre, il peut courir partout, tirer des balles, des ballons, j'ai rien à amener. Moi, pendant ce temps-là, je suis capable de faire autre chose. Ou je peux jouer avec, ou je peux relaxer, ou je peux lire, ou je peux aller faire une sortie dans le bois, ou je peux aller avec cardio plein air, tu sais, dépendant des besoins de chacun. Puis l'idée, c'est vraiment de faire bouger. Tu sais, il n'y a rien de plus plate qu'un parent, puis je me mets à la place des parents, ça doit être horrible, d'aller dropper un enfant, courir à l'autre parc, aller le déposer, revenir chercher l'autre. Des fois, on en parle tout le temps avec des parents, ils disent, ah, mais là, ce soir, j'ai elle qui a du futsal, j'ai elle qui a du soccer, il faut que j'aille là-bas. Puis, tu sais, moi-même, je manque de temps à ma vie, j'ai pas d'enfants, fait que je sais pas comment ils font, mais j'ai une incroyable reconnaissance pour ces gens-là qui prennent le temps pour leurs enfants de faire ça, puis je me dis, il y a sûrement moyen de faire mieux. Je peux pas croire que, mettons, on peut pas organiser du soccer par quartier, puis pas par point central. Il y a pas, tu sais, on pourrait-tu avoir, dans nos ligues locales, ben, au lieu de faire nos équipes par âge, on peut les faire par quartier. Tu sais, ça pourrait être intéressant. Comme ça, la pratique, si c'est une équipe qui est faite avec ce quartier-là, ben, pour les jeunes qui n'ont pas vraiment de classement, est-ce qu'on pourrait le faire là? Comme ça leur permettrait d'avoir peut-être un lieu de pratique près de leur maison. Fait que tout le monde pourrait venir en vélo ou à pied, parce que c'est à peut-être 3-4 minutes de la maison, parce que les municipalités, souvent, ont construit des infrastructures, et c'est très populaire à un moment donné, au lieu de centraliser, ils ont décentralisé, puis on fait des parcs un peu partout. Puis on voit un avantage à centraliser les activités, parce que pour nous, on a tout le matériel à la même place, c'est plus facile. Mais après, tu vois, il y a peut-être une réflexion là-dessus à avoir en disant, mais peut-être chez les plus jeunes, ceux qui sont pas aguerris dans la discipline, puis qui n'ont pas, tu sais, comme une volonté de venir faire cette activité-là, puis c'est plus l'initiation, mais ça peut peut-être être plus des pôles par quartier. Je sais qu'il y a déjà des villes qui le font, puis tout ça. Fait, est-ce que de repenser cette approche-là, ça pourrait pas peut-être aider au niveau des parents? Mais c'est tout ce qu'on est en train d'évaluer en ce moment. Ça fait plusieurs années, mais c'est fou, tu me dis ça, puis j'ai des frissons parce que ça me fait tellement réaliser la réalité que j'ai vécue. À un certain âge, je jouais 11 mois par année à Alabama, puis la réflexion, c'était est-ce que là, je me trouve un emploi étudiant, un emploi pour accumuler des sous, pour être plus autonome, peut-être avoir une voiture, parce que je me sentais coupable par rapport à mes parents qui me disaient « Ah, je suis assez vieille, là, je devrais être autonome », pour pas que ce soit eux qui fassent tout le temps de voyagement, parce qu'effectivement, plus tu montes de niveau, souvent, plus tu joues loin, plus ça implique des choses. Fait que c'est comme s'il y a tout un écosystème, un style de vie qui doit être soutenu pour te permettre de pratiquer une activité. Puis s'il y a un des maillons qui ne fonctionne plus, mais là, soit le système s'écroule ou soit comme on devient de moins en moins motivé. Puis moi, c'était ça la réflexion, c'est là, je vais aller à l'école, puis je vais travailler, mais tout ce que j'accumule, ça va être pour payer mon transport, payer mon équipement, puis payer la compétition et tout. Fait que j'avais un peu décroché, puis j'ai essayé plein d'autres sports après. On dirait que je cherchais vraiment quelque chose à faire qui allait me faire sentir bien, puis à la maison, puis je trouvais pas. Puis finalement, le parc où j'étais, on joue toujours au même parc. C'est toujours le même terrain. Puis il y a toujours du monde pour aller jouer. Puis c'est plusieurs niveaux de jeu. Il y a des gars qui sont excellents, puis qui sont vraiment trop forts, puis puissants pour moi, puis ça me fait peur, puis je porte un masque, mais c'est correct. Puis il y a des gens il y a tous les niveaux. Fait moi, ça me permet de m'améliorer, même si c'est récréatif, mais ça me simplifie tellement la vie, puis tu as un ancrage, puis tu sens que tu es bien, tu sais. Puis tu me parles en tout cas, c'est une des avenues que vous explorez, mais j'ai l'impression que les terrains par quartier, ça me semble avoir énormément de bénéfices. Puis ça simplifie tout ce chaos-là qu'on a dans nos vies, de toujours sentir qu'on court partout, puis qu'on est éparpillé, puis c'est comme juste apaisant d'entendre ça, que l'enfant pourrait aller par lui-même à sa pratique, puis le parent serait libéré, puis il pourrait faire autre chose, rester à la maison, faire d'autres activités qui sont pertinentes pour lui, que ce soit actif ou pas actif. Mais bon, mais tu nous tiendras au courant?
Ben oui, assurément. Des développements, là, t'as lancé quelques pistes de choses que vous allez être en train de tester, fait qu'on te réinvitera puis on fera un update de tes découvertes, puis comment le DLTA évolue, dans le fond, là. C'est fun parce que j'ai l'impression que t'as une mentalité d'expérimentation, tu sais, de juste d'ouverture, de dire, il y a ça, on va l'essayer, puis on verra après si ça marche pas, puis je suis sûre que les jeunes en bénéficient. Fait que, on va voir. Merci beaucoup pour ton travail, merci pour ta présence, puis on se dit à la prochaine. La question de... Oh oui, ok, c'est vrai, on a une première question du public ever. C'est vrai, on a demandé à des gens dans le groupe Facebook Famille Renard, fait que pour les gens qui s'intéressent, qui ont envie de juste échanger des idées, on a créé le groupe Famille Renard et on a annoncé que tu allais être là. Fait qu'hier, on a fait l'annonce que tu allais être là aujourd'hui. On a demandé aux gens s'ils ont des questions, mais on a Marianne qui a posé une question que j'ai oublié de poser. Je m'étais mis un gros astérisque, merci vite. C'est où te vois-tu dans 10 ans? Et il y avait le hashtag qu'on n'a pas compris. Fait que j'imagine que c'est un insight puis que tu peux pas nous clarifier ça. Hashtag Nadamaretara. Ouais. ça, c'est, je pense, c'est mon côté, je sais pas comment dire. En fait, le Nadamaretara, c'est effectivement, c'est un insight parce qu'à la fin de la technique, il y avait un voyage au Pérou qui était organisé. Puis moi, j'avais aucun intérêt à aller au Pérou. Là. J'avais déjà mon stage final, j'étais déjà placé, j'avais un contrat de travail. J'avais rien à aller voir au Pérou. Là, puis ceux qui l'ont fait ont trouvé que c'était vraiment une expérience incroyable. Mais moi, j'avais pas d'intérêt. Puis on est en fin de session, j'avais des travaux à faire. Puis au lieu de faire les travaux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une lettre de motivation pour aller au Pérou comme une joke. Puis ça m'a pris à peu près l'équivalent d'un après-midi de temps pour écrire ma lettre. Fait que elle a mis pour ça parce qu'à la fin, j'avais mis un bout en espagnol que j'ai juste utilisé Google Translate. J'avais mis ça là-dedans. Puis j'avais mis Nada m'arrêtera à la fin. Puis j'ai envoyé ça à tous mes profs pour dire je m'en vais au Pérou. Puis là, ça avait créé une commotion. Parce que là, t'as ton staff, tes affaires. Puis... Mais je pense pas qu'il avait lu tout à fait la lettre. Parce que dedans, ça disait que j'étais éleveur de chinchilla, que dans le fond, que j'insultais les Péruviens, puis j'aime bien les Péruviens, c'était juste une blague. Mais je l'avais mis dedans, c'était vraiment dérisoire. Mais ça avait c'était évident que c'était une joke. C'était une blague, puis puis Marine m'avait dit, mais parce que j'avais dit que je voulais m'initier à la corruption puis au roi. Ça avait vraiment mis ça, j'avais beurré ça épais, c'est vraiment... C'était une énormité, puis elle m'a dit, mais je pense que le bout, là, sur la corruption, faudrait l'enlever. Je dis, Marianne, qu'est-ce que j'allais faire au Pérou? Pas aller là, ça a aucun intérêt. J'avais aucun intérêt pour ça. Puis, fait que, non, c'est ça. Mais elle a mis là parce que ça a été toujours un peu notre running gag après du Nada m'arrêtera parce que, c'est un peu je pense notre hashtag pour dire qu'on veut aller plus loin puis que rien va nous arrêter puis qu'on est capable d'aller là-dessus. Puis, autant Marianne que moi, je pense qu'on est assez ambitieux sur ce qu'on aimerait, comme sur notre contribution qu'on aimerait amener dans le milieu sportif. C'est une bonne question. Je me vois en disant, je sais pas. Moi, je te dirais qu'à la base, j'espère vraiment que dans 10 ans, je vais avoir vraiment réussi mon projet multisport et que je vais vraiment être en train de gérer une association qui offre plusieurs sports qui vraiment applique les recommandations du DLTA, qui est embarqué à 100% au niveau de la littératie physique puis qui a un impact concret sur vraiment la municipalité ou la localité dans laquelle je vais travailler pour dire que je contribue vraiment au développement des familles, des jeunes, du mouvement, puis que les gens sont vraiment plus actifs, puis que j'arrive à mettre ou à trouver des moyens de vraiment faciliter la vie des parents pour qu'ils soient capables de profiter de la vie avec leurs enfants, puis justement, peu importe que ce soit par de l'accessibilité, par des programmes adaptés, par la promotion de ressources. J'espère vraiment que si on se revoit dans 10 ans, je vais vraiment être capable de dire concrètement, j'ai réussi mes objectifs, puis voici tel projet, puis comment ça a été mis en place, puis comment les gens en bénéficient. Fait que, on va voir, mais c'est là où j'aimerais aller. Ok, merci beaucoup. Puis, parenthèse, c'est Nada m'arrêtera, c'est la traduction de... je pense que c'est rien ne m'arrêtera ou quelque chose comme ça. Rien ne m'arrêtera. Ouais, quelque chose comme ça. Okay. Je pense que je me souviens plus, ça fait longtemps que j'avais écrit ça. Finalement, l'important, c'est que ça a une signification pour vous, même si finalement, ça veut rien dire. Exact. Nous, c'est ça. C'est vous avez on dirait que c'est comme notre hashtag de motivation de dire, on va le faire, on va y aller, on est capable, puis on se relance tout le temps avec ce genre de choses-là, puis c'est vraiment le fun. Puis la Marianne, c'est vraiment une personne, vous l'avez reçue, elle est vraiment géniale aussi. Fait que, cette année, je suis pas allé au sommet national, puis elle est allée, Puis ça, c'est vraiment le fun parce que je sais pas comment l'expliquer, on est embarqué ensemble dans cette aventure-là. Puis moi, ça reste ma carrière professionnelle, j'ai bâti ma carrière là-dessus, puis c'est là-dessus que je veux continuer à aller. Puis Marianne, pour elle, c'est pas une obligation, elle fait vraiment par passion, puis je sais pas, ça nous ramène ensemble sur ce genre de choses-là, puis j'ai vraiment hâte de parler
justement du sommet, qu'est-ce qu'elle a trouvé, les nouvelles tendances, choses que j'ai pas eu le temps de faire cette année parce qu'on a beaucoup de choses au niveau de l'organisation. Fait que ça regroupe tout ça, je pense. OK, excellent. On va peut-être l'adopter. Nous aussi, Madame Marie. Bon, ben merci encore. Ça fait plaisir. À la prochaine.